C'est une des plus grandes merveilles de la planète. La cité interdite. Un palais médiéval. 10 fois la taille de Versailles. Le plus vaste ensemble de bâtiments en bois de toute l'histoire. Et la résidence des empereurs de Chine pendant près de 500 ans. Il n'existe pas d'autre palais d'une telle envergure ailleurs dans le monde. C'est aujourd'hui un musée rempli de trésors inestimables. Un chef-d'œuvre d'architecture. Le siège d'une richesse et d'un pouvoir inimaginables. C'était une grande puissance économique. Techniquement, ils étaient très en avance sur l'Occident. Nous avons obtenu une autorisation spéciale pour filmer les artisans qui restaurent ces intérieurs raffinés et les scientifiques qui élucident les mystères de sa construction. Comment l'ont-ils érigé? Où ont-ils trouvé les ressources pour créer quelque chose d'aussi vaste? Comment et pourquoi l'empereur Yongle a-t-il construit une structure aussi colossale? Et comment a-t-elle pu rester debout dans une des zones sismiques les plus actives de la planète? Mieux vous reculer un peu. Inaccessible pendant des siècles, la cité interdite nous révèle enfin ses secrets. La cité interdite est un palais sans pareil. Installé en plein cœur de Pékin. Voici la place Tiananmen. Elle doit son nom au bâtiment qui se trouve derrière nous. Tiananmen, la porte de la paix céleste. Men signifie porte. Et cette porte-là est la première étape du voyage dans la cité interdite. Les rares élus autorisés à pénétrer ici il y a 6 siècles devaient emprunter une série de portes. Voici Wumen, la porte du Midi. La cité interdite s'étend sur près d'1 km², avec la cour extérieure au sud et la cour intérieure au nord. Après avoir passé la porte du Midi, les visiteurs découvrent 5 ponts en marbre qui enjambent une rivière artificielle. Celui du milieu était exclusivement réservé à l'empereur. Nous venons de traverser la rivière des Eaux d'Or, qui est alimentée par les douves de la cité interdite. Nous nous dirigeons maintenant vers la porte de l'harmonie suprême. Et si vous la trouvez impressionnante, attendez de voir ce qu'il y a de l'autre côté. La cour extérieure est occupée par 3 grands pavillons posés sur une terrasse de marbre à 3 niveaux. La pièce maîtresse de ce chef-d'œuvre est le pavillon de l'harmonie suprême. C'est la construction la plus imposante de toute la cité interdite. Il s'élève à quelques 35 mètres au-dessus de l'immense cour. À l'intérieur, dans une salle richement décorée d'or, se dresse le trône impérial.
L'empereur présidait ici des cérémonies grandioses et des rites solennels. Après la cour extérieure, on pénètre dans l'intimité de la cour intérieure. Un dédale de patios privés, de pavillons, de jardins et de temples. C'est ici que vivaient l'empereur, sa famille et tout un harem de concubines. Centre du pouvoir étatique de la Chine féodale, la cité interdite était administrée par des milliers de hauts fonctionnaires, les mandarins. Il y avait aussi des bureaux administratifs pour les employés des ministères qui faisaient tourner l'Empire. C'est le site le plus important de toute l'Asie des 500 dernières années, à la fois économiquement, politiquement et militairement. Être autorisé à entrer dans la cité interdite était une immense marque de prestige. C'était un lieu très fermé. Ces murs et ces douves derrière moi servaient à renforcer la défense militaire. Le palais tout entier était soumis à un système de sécurité étroitement surveillé. Pour entrer et sortir de la cité interdite, il fallait être muni d'un pass métallique. Rebaptisé Musée du Palais, le complexe attire aujourd'hui 16 millions de visiteurs par an et possède une collection d'1 600 000 objets d'une valeur inestimable. Pendant plusieurs décennies, des pans entiers de la cité sont restés fermés au public. Mais un ambitieux projet d'études et de restauration doit y remédier. D'ici 2020, date de son 600e anniversaire, les 3/4 du palais impérial devraient à nouveau être accessibles. Nous avons pu entrer dans ses ateliers et ses laboratoires scientifiques et nous avons obtenu un accès sans précédent à ses départements de conservation. Tout ça pour découvrir comment la cité interdite a été bâtie par le 3e empereur de la dynastie Ming, Yongle. Sans l'empereur Yongle, la cité interdite telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas. C'est lui qui en a eu l'idée et qui l'a fait construire. Ce qu'on ignore, c'est comment il a créé ce chef-d'œuvre. Ce complexe extraordinaire soulève beaucoup de questions. Comment a-t-il été construit? Où a-t-on trouvé les ressources pour créer quelque chose de si vaste? On n'a retrouvé aucun des plans d'origine. Ils ont tous été perdus ou détruits. S'il est si difficile pour nous de comprendre comment Yongle a construit la cité interdite, c'est parce qu'aucun plan n'a survécu. Il n'y a donc aucune trace des techniques utilisées pour ériger cet immense palais il y a presque 600 ans. Il existe très peu d'études et de plans de l'époque. Mais les archives administratives montrent que les projets architecturaux étaient généralement précédés d'une phase d'étude. En particulier, les projets de la taille de la cité interdite. Les architectes ont certainement fait des plans détaillés. Nous pensons que l'empereur Yongle a peut-être décidé sciemment de faire détruire les plans architecturaux de la cité interdite. Il comptait peut-être ainsi s'assurer que personne ne puisse s'en inspirer pour construire un palais semblable au sien. La représentation la plus complète qu'on ait du projet de Yongle, c'est cette peinture. D'ici, on peut mesurer toute l'étendue de la cité interdite. C'est une véritable ville. D'après la légende, le palais impérial contenait à l'origine 9 999 pièces. L'agencement des centaines de bâtiments et de cours obéissait à une symétrie rigoureuse, avec l'empereur au centre.
Ça a été construit avec une précision mathématique le long d'un axe de symétrie nord-sud absolument parfait. Toutes les structures de la cité interdite ont été soigneusement positionnées par rapport à cet axe central. Nous voici devant le pavillon de la pureté céleste. Comme l'exigeaient les canons de l'architecture il y a 600 ans, le palais tout entier est orienté en fonction des points cardinaux. Cette ligne correspond à un axe nord-sud. Seul l'empereur pouvait l'emprunter, à pied ou dans une chaise à porteur. Nous allons maintenant vérifier la précision des architectes à l'aide des technologies modernes. C'est étonnant. L'axe est presque exactement nord-sud. Comment ont-ils fait? C'est extraordinaire. C'est un système d'organisation très ancien, le Feng Shui, qui a déterminé l'orientation et la symétrie du palais. La cité interdite devait avoir un Feng Shui positif pour prouver que l'empereur était dépositaire d'un mandat du ciel. Pour que l'empereur ait une position Feng Shui adéquate, il fallait que les bâtiments et leurs ouvertures soient orientés dans la bonne direction. Ordre et harmonie, tout devait être en ordre. C'est comme ça qu'ils ont conçu les plans non seulement de la cité interdite, mais de toute l'agglomération autour. Car Yongle fait construire à la fois un nouveau palais et une nouvelle capitale. Là, nous sommes exactement au centre. Et sur cette carte, on a tout le Pékin historique. L'axe nord-sud autour duquel s'organise la cité interdite a également déterminé l'agencement de la vieille ville. Voici les tours du tambour et de la cloche au nord, le parc Beihai, le temple du ciel, de l'agriculture. Tous ces monuments ont été positionnés par rapport à la ligne sacrée qui s'étire sur 7,5 km, du nord au sud. Cette délimitation, qui donne la mesure de la cité impériale, montre que la cité interdite n'était qu'une petite partie du grand projet impérial. Aujourd'hui encore, la vaste métropole chinoise continue à se développer selon le plan d'urbanisme de Yongle. La cité interdite est au centre de Pékin depuis 1420. Tout ça à cause d'un seul homme. Yongle, guerrier, homme de la Renaissance, usurpateur, meurtrier de masse et empereur. C'était un général, mais aussi un lettré. On a donc un mélange très intéressant de violence brute et de raffinement culturel. Yongle n'aurait jamais dû régner. En 1398, son père Hongwu, fondateur de la dynastie Ming, meurt. Pour lui succéder, il désigne son petit-fils Jianwen plutôt que son fils cadet. Lorsque Yongle découvre qu'il n'a pas été choisi comme successeur, ça le met en rage. Il est furieux. C'était une question de vie ou de mort. Ou il se rebellait et s'emparait du trône, ou il était lui-même éliminé. Yongle se révolte et entre en guerre contre son neveu. Le nouvel empereur Jianwen part à sa rencontre à la tête d'une armée immense. Ils se sont battus un bon moment, sans que personne n'emporte de victoire décisive. Enfin, en 1402, après 3 ans de guerre civile, Yongle marche sur Nankin, la capitale impériale. Lorsque Yongle prend la capitale, l'empereur Jianwen a disparu. Et Yongle annonce qu'il est mort dans l'incendie de son palais. Fruit d'une lutte familiale, le règne de l'usurpateur commence dans un bain de sang.
Une fois au pouvoir, il a exercé une répression brutale contre les mandarins restés fidèles à Jianwen. Beaucoup de fonctionnaires se sont opposés à lui en l'accusant d'avoir usurpé le trône. Et Yongle les a tous fait exécuter. Des dizaines de milliers de fonctionnaires avec toute leur famille. Il y a eu des exactions massives à travers toute la Chine. Il a dépeuplé des régions entières. Le dernier acte de rébellion de Yongle sera lourd de conséquences. En 1406, il décide de délaisser Nankin et annonce le déplacement de la capitale à 1000 km de là, à Pékin. Cette ville, située au cœur de son fief du Nord, est administrée par des fonctionnaires locaux qui lui sont dévoués. Mais pour construire sa nouvelle capitale, il doit surmonter l'environnement hostile de la Chine septentrionale. Géographiquement parlant, c'est un climat assez rude. Les sources d'eau sont limitées et il n'y a pas tellement d'arbres. On pourrait penser que ce n'est pas le meilleur endroit pour installer une capitale. En comparaison, dans le sud de la Chine, il y avait du riz en quantité, des greniers bien remplis, des fruits, différentes variétés de légumes et toutes sortes de commerces qui étaient alors prospères. À Pékin, il n'y avait rien de tout ça. Yongle fait venir au nord des paysans, des artisans et des fonctionnaires pour mener à bien son projet. Plus d'1 million de personnes en tout. Et pour les protéger, une armée de 300 000 hommes. En construisant une nouvelle capitale et la cité interdite, il proclame qu'il est le seul maître à bord et s'installe dans la durée. Il a créé la cité interdite dans l'intention d'affirmer son pouvoir politique. Le pouvoir de la dynastie, mais aussi celui de l'empereur, l'homme assis sur le trône. Je suis plus puissant que n'importe quel autre dirigeant au monde. La dynastie Ming gouverne la Chine pendant près de 3 siècles, régnant sur un empire 8 fois plus grand que la France, avec quelques 75 millions d'habitants et certaines des technologies les plus avancées du monde. Si l'on connaît les détails de cette période, c'est uniquement parce que les Ming consignaient tout par écrit. La principale source historique concernant le règne de Yongle, ce sont les annales véridiques. Elles relatent de façon circonstanciée les activités de chaque empereur et les grands événements qui ont marqué son règne. Les annales véridiques des Ming décrivent le chantier de la cité interdite et l'emplacement de la nouvelle capitale, mais en présentant le tout sous un jour des plus flatteurs. Nous, ministres, pensons sincèrement que Pékin est le seul bon choix de capitale possible. Les rivières et les montagnes offrent une bonne protection. L'eau y est douce et le sol fertile. Les gens sont sympathiques et les produits abondent. C'est réellement un paradis terrestre. Une capitale d'où les empereurs pourront régner. Les formidables obstacles qu'a dû surmonter Yongle ne sont pas mentionnés. Pour comprendre les défis que pose la construction du palais impérial aux architectes du XVe siècle, il faut collecter des indices au sein même de la cité interdite. En commençant par son bâtiment le plus imposant, le pavillon de l'harmonie suprême. Avec ses 35 mètres de haut et 60 mètres de large, il est presque impossible d'en faire le relevé manuellement. C'est pour cette raison que les chercheurs ont recours aux dernières innovations en matière de conservation du patrimoine. Ici, un scanner à différence de phase. Ce scanner 3D topographie l'ensemble du pavillon section par section. Il balaye la structure jusqu'à 5 fois pour en capturer le moindre détail. Le faisceau laser rebondit sur les murs du bâtiment en générant des nuages de points.
Les données obtenues sont ensuite traitées par un logiciel informatique pour réaliser un modèle tridimensionnel. Sur ce modèle en 3D, on visualise très clairement les nuages de points. C'est un peu comme si on pouvait apporter l'intégralité du site jusqu'à notre bureau pour permettre aux architectes de l'analyser. Les experts tels que Wang Mo peuvent désormais examiner la totalité de la structure, y compris des zones autrefois inaccessibles, comme les combles. Ils y découvrent une forêt de pannes, de voliges et de chevrons. Le modèle en 3D donne les dimensions exactes de toutes les traverses et les colonnes du bâtiment. On a calculé que le pavillon de l'Harmonie suprême comptait plusieurs milliers de pièces de bois. Et l'une de ces poutres supports commence à fléchir. Grâce au balayage laser répété, les ingénieurs vont pouvoir surveiller l'évolution de cette poutre afin de mieux protéger le monument. L'architecture à ossature bois a été caractéristique de la Chine pendant des millénaires. Mais la cité interdite en marque l'apogée en termes de taille et de qualité. Sa construction s'est appuyée sur des principes architecturaux déjà largement éprouvés. Le maître mot n'était pas l'innovation, mais la tradition dans l'architecture chinoise, en particulier dans l'architecture impériale. Ce qui importait, c'était vos ancêtres, les influences historiques, les rites et les liens avec le passé. Pour les ingénieurs Ming, le défi consiste à adapter les modèles de construction classiques à la plus grande structure jamais réalisée par l'homme en utilisant principalement le bois. Jonathan Dugdale visite le pavillon de la longévité et de la santé pour observer l'influence de l'architecture traditionnelle sur la cité interdite. La première chose qu'on remarque, c'est ce gigantesque toit doré qui s'incurve vers l'extérieur. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'architecture européenne. Si vous regardez là-haut, vous verrez d'élégantes traverses colorées, ornées de dragons et de phénix impériaux. Elles sont là pour étayer les gigantesques colonnes rouges qui supportent la charge structurelle de ce toit massif. C'est le module de base de tous les bâtiments de la cité interdite. 4 ou 8 piliers supportant une ossature en bois. Les édifices plus imposants, comme les grands pavillons, sont constitués de 5, 7 ou 9 modules combinés qui en forment le noyau structurel. Cette approche modulable de l'architecture fait l'objet d'un ouvrage officiel appelé le Yingzhao Fashe, norme de construction. J'ai devant moi une copie du Yingzhao Fashe. C'est le premier traité d'architecture connu en Chine. Il a été publié au XIIe siècle. Ce manuel ne se contente pas de détailler les différents éléments de l'ossature bois et la façon dont ils s'assemblent. Il fournit aussi des règles de proportion qui peuvent s'adapter même à l'échelle monumentale de la cité interdite. Incroyable. L'ingéniosité de l'architecture chinoise traditionnelle a frappé l'imagination d'un charpentier américain, Richard Wyborg. J'ai vu une photo d'un type qui était assis sur le toit d'un bâtiment sous un dugong absolument gigantesque. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je me renseigne sur le sujet. Richard s'est rendu dans un atelier près de Pékin pour découvrir le travail des charpentiers traditionnels. Il veut comprendre comment s'y est pris Yongle pour construire un palais de la taille de la cité interdite. Bravo. Le meilleur endroit pour le faire, c'est le Tai Miao, le temple des ancêtres impériaux, dont la construction s'est achevée en 1420, la même année que la cité interdite.
L'architecte pékinoise Zhang Guangwei nous a obtenu une autorisation spéciale pour le visiter. C'est prodigieux. L'importance de ce pavillon destiné au culte des ancêtres se reflète dans ses dimensions monumentales. 68 mètres de large et 33 mètres de haut. Yongle organisait ici des cérémonies solennelles au cours desquelles il faisait des sacrifices à ses ancêtres pour souligner sa position au sein de la dynastie Ming. À l'intérieur, des piliers de 30 mètres de haut scintillent comme si on les avait saupoudrés d'or. Regardez cette colonne magnifique, incroyablement ronde et lisse. Vous imaginez la taille de l'arbre qui a servi à la fabriquer. Il y a 68 piliers en tout dans cette salle. Ils supportent la structure. Et ils sont aussi très beaux. Chacune de ces colonnes géantes a été taillée dans le tronc d'un immense cèdre blanc, ou nanmu, une des essences les plus rares de Chine. C'est un bois droit et dense qui résiste bien à la décomposition. C'était le bois le plus recherché. Et les empereurs Ming et Qing suivants ont tous eu recours au nanmu. C'est avec ça qu'ils ont construit la plupart des bâtiments de la cité interdite. Après avoir annoncé la construction de la cité interdite, en 1406, Yongle dépêche ses mandarins aux quatre coins de l'Empire Ming à la recherche des matériaux, y compris le fameux cèdre blanc. Quand on lit les annales, il apparaît clairement que la cour de Yongle a concentré ses efforts sur l'acquisition du bois. Le mandarin qui s'en est le mieux sorti était un certain Song Li. On l'avait envoyé dans le Sichuan, une province du sud-ouest de la Chine, où il a trouvé beaucoup de forêts anciennes. Malheureusement, ces arbres ne poussent pas du jour au lendemain. Il leur faut une bonne centaine d'années pour atteindre la taille adéquate pour la construction de ces pavillons monumentaux. Les ressources se sont donc raréfiées au fil du temps. Ce sont des arbres qui ont entre 800 et 1000 ans. C'est pour ça qu'ils sont si grands. L'abattage de ces géants était un travail dangereux et le prix à payer était élevé. Le coût humain était énorme. Il y avait un dicton qui disait « Quand 1000 hommes vont dans la montagne, il n'en revient que 500 ». La structure de ce temple Ming est remarquable, avec son toit imposant, sa charpente en bois massif et ses rangées de consoles, ou dugong. À première vue, on pourrait les prendre pour des ornements sophistiqués. Mais les dugong ont un rôle clé dans la structure des bâtiments de la cité interdite. Ces systèmes complexes de tasseaux emboîtés servent de support au toit et s'étendent vers l'extérieur pour soutenir le vaste avant-toit. C'est un élément d'architecture typiquement asiatique. Les colonnes et les poutres forment l'ossature en bois, sur laquelle viennent se poser les dugong. Ceux-ci portent à leur tour le toit massif et élégant qui semble les écraser de son poids. Au temple, Richard Wyborg monte examiner ça de plus près. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver là un jour, à 6 mètres du sol, dans un bâtiment impérial Ming. Ces dugong soutiennent le toit et stabilisent l'édifice. Une console, c'est un puzzle très compliqué. On a différentes pièces qui s'emboîtent pour former un tout. Ce qu'on espère découvrir, c'est comment ils sont faits et à quoi ils servaient.
parce que chacun d'eux représente beaucoup de travail. Les dugongs comptent jusqu'à 60 pièces de bois. Et Richard ne tarde pas à s'apercevoir qu'ils sont plus faciles à démonter qu'à remonter. Allez, je respire un grand coup et j'essaie de reconstituer ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a ni clous ni colle. Rien d'autre que des assemblages d'une précision extraordinaire. Vous voyez, même pour quelqu'un qui l'a déjà fait plusieurs fois, c'est compliqué. On met une pièce à l'avant, ici. Et voilà, une console. Vous voyez, il y a un peu de jeu. Mais elle est solide. Elle peut supporter un poids très important. Elle vient s'intégrer dans d'autres parties de la structure. C'est un élément de l'architecture chinoise à la fois créatif et très beau. Apparus en Chine il y a plus de 2000 ans, les dugongs ont connu leur apogée dans la cité interdite, sous les mains expertes de l'armée de charpentiers de Yongle. Monsieur Huang est maître charpentier. Depuis 40 ans, il répare les bâtiments du palais impérial. Dans le cadre des restaurations en cours, il forme la nouvelle génération d'artisans à des techniques vieilles de plusieurs siècles. La meilleure façon de comprendre comment fonctionne quelque chose, c'est parfois de le démonter. Monsieur Huang est venu surveiller ses apprentis qui réparent un cadre de fenêtre particulièrement délicat. Quel est le problème? L'objectif est de conserver au maximum le cadre d'origine. Seules les pièces les plus abîmées sont remplacées. Chacune d'elles est taillée et façonnée avec des outils traditionnels. Il y a des centaines de motifs de treillis à maîtriser. Je vous transmets ce que mon maître m'a enseigné. Ces années d'expérience permettent à M. Huang de repérer la moindre erreur. Et il exige de ses apprentis une précision sans faille. Regarde cet assemblage. Il faut le regarder comme ça, pour voir s'il est bien droit. Tu ne dois pas voir la moindre courbure. Il entend bien empêcher la disparition de ces techniques complexes de menuiserie traditionnelle. La cité interdite compte plusieurs milliers de volets ajourés que ses artisans et lui doivent entretenir. Beaucoup d'entre eux ont un motif unique. Mais le bois n'est qu'un des matériaux qui a été utilisé pour le palais de Yongle. En prévision de la construction, les architectes de l'empereur font venir 100 000 rondins de 1800 km à l'ouest. Des tuiles dorées de 1100 km au sud. Ainsi que 18 millions de briques pesant chacune plus de 24 kg et de délicates feuilles d'or depuis Nankin. L'acheminement de ces matériaux retarde les travaux. Pour bâtir le plus grand palais du monde médiéval, Yongle met en œuvre un projet d'ingénierie encore plus ambitieux, à la seule fin d'approvisionner le chantier. Une autre prouesse technique de la dynastie Ming, le Grand Canal. Partant de la ville de Hangzhou, au sud, un grand carrefour commercial, il traverse le Yangtze, puis le fleuve Jaune, avant d'arriver jusqu'à Pékin, parcourant au total plus de 1700 km. Le Grand Canal date du 5e siècle avant notre ère. Mais lorsque Yongle monte sur le trône, il a commencé à tomber en désuétude. L'empereur charge donc Songli, l'un de ses mandarins, de rénover et d'agrandir cette artère essentielle. Voici la section principale du Grand Canal. Au sud, on a Hangzhou et au nord, Pékin.
La ville de Nanwang marque le point le plus haut du système. Elle se trouve à 500 km de Pékin et à 40 mètres au-dessus de la plaine environnante. Ce point correspond à peu près à la ligne de partage entre la partie nord et la partie sud du Grand Canal. Si on déversait de l'eau ici, elle coulerait vers le nord de ce côté de la ligne et vers le sud de l'autre côté. Aujourd'hui, ce tronçon est à sec. Mais voilà à quoi il devait ressembler du temps de Yongle. Nous sommes ici, à Long Wang Miao, au centre du projet de dérivation des eaux de Nanwang, qui fait partie du système du Grand Canal. Pour Song Li, le défi est le suivant. Comment permettre aux barges qui transportent les matériaux de construction de négocier les différences d'altitude? Ils ont utilisé des écluses pour compenser une déclivité d'environ 40 mètres côté sud et une autre de 30 mètres côté nord. Mais une écluse, ça consomme beaucoup d'eau. Une série d'écluses est ainsi construite le long du Grand Canal pour permettre aux barges de monter jusqu'à Nanwang. Elles se remplissent d'eau tour à tour sur un tronçon de près de 7 km de long. Pour assurer une source d'eau fiable, Song Li fait construire un immense barrage à plus de 40 km de là. Il détourne ainsi le cours de la puissante rivière Wen pour alimenter le Grand Canal à Nanwang. 3 gigantesques lacs sont creusés en guise de réservoir. L'eau de la rivière se déverse dans l'écluse pour faire monter le bateau et s'écoule ensuite dans le lac par d'énormes galeries de vidange, jusqu'au passage du prochain bateau. Pour moi qui suis ingénieur, le plus impressionnant reste à la fois la taille de l'ouvrage, mais aussi la complexité de l'effort requis pour gérer de l'eau sur une zone aussi vaste. Il y a entre 5 et 7 km entre la première et la dernière écluse. Le Grand Canal Ming était stupéfiant. Le canal principal fait environ 1500 km, plus 1000 km de canaux secondaires. C'est une véritable prouesse, même à notre époque. Cette merveille d'ingénierie entre en service en 1415. Les travaux de construction de la cité interdite peuvent alors passer à la vitesse supérieure. Chaque année, une flotte de 20 000 barges transporte 420 millions de litres de céréales pour nourrir la main-d'œuvre sur le chantier de Pékin. Mais le coût est élevé. Pour construire ce seul tronçon du canal, il a fallu enrôler 300 000 hommes qui se sont échinés pendant 200 jours d'affilée. Et ils ont créé tout ça avec des outils manuels rudimentaires. Le chantier coûte très cher au sujet de Yongle. Il coûte même la vie à beaucoup d'entre eux. Des dizaines de milliers de gens sont morts de faim. Il a fait travailler des forçats, des soldats, des paysans ordinaires. Il a ponctionné un maximum d'argent à travers les impôts. Nul ne sait combien de personnes ont donné leur vie pour construire la cité interdite. Que ce soit en abattant les arbres, en creusant les douves ou en extrayant les vastes blocs de pierre nécessaires aux fondations. Les 3 pavillons principaux sont posés sur une esplanade de 8 mètres de haut, à laquelle on accède par des escaliers de marbre blanc. L'empereur Yongle se faisait conduire en palanquin jusqu'en haut de ces marches ornées de dragons majestueux. C'est la plus grande sculpture de pierre de toute la cité interdite. On y voit 9 dragons jouant dans les nuages. Ils sont taillés dans un bloc de marbre qui mesure plus de 17 mètres de long et pèse 270 tonnes. Les architectes de Yongle ont rivalisé d'inventivité pour lui faire parcourir les 70 km séparant la carrière de la cité interdite.
C'était un bloc immense, beaucoup trop grand pour être déplacé par des hommes. Alors comment ont-ils fait? Ils ont attendu l'hiver pour le faire glisser sur la glace. Chaque hiver, Pékin connaît des températures inférieures à zéro. Les annales Ming décrivent la création de vastes routes gelées sur lesquelles la pierre était transportée en traîneau. Une méthode qui s'inspirait peut-être d'un passe-temps populaire. Le professeur Rob Dwyer-Joyce est un expert en tribologie, la science du frottement et de la lubrification. Il veut savoir combien il a fallu d'hommes pour tirer le traîneau. On a là un traîneau en bois sur lequel on a mis environ 1 tonne de pierre. On va maintenant faire une expérience et essayer de le tirer sur la glace. Ça va être assez difficile parce que c'est... Non, ça ne bouge pas. C'est impossible. Il va nous falloir de l'aide. Même une équipe de hockey sur glace au grand complet peine à le bouger. Alors, quelle force faut-il appliquer pour tirer un traîneau d'1 tonne? Rappelez-vous que le bloc de marbre qui a servi à construire les marches de la cité interdite en pèse 270. J'installe une cellule de charge à l'avant pour mesurer la force exercée quand ils vont commencer à tirer. La cellule de charge mesure la force appliquée à un instant T. On peut ajouter un patineur? Encore un? Cette courbe représente l'évolution de la force en fonction du temps à mesure que des joueurs se sont ajoutés. Elle augmente par palier jusqu'à atteindre son maximum ici, 2,2 kN. Ensuite, elle redescend. Elle redescend parce que le traîneau commence à glisser. À ce moment-là, la force nécessaire pour le tirer se stabilise à 0,4 kN. Il faut 6 hockeyeurs pour mettre le traîneau en mouvement. Mais ensuite, il suffit d'un seul pour le faire avancer. C'est parce que la friction fait fondre la glace et crée un film d'eau qui lubrifie la surface. Le défi consiste donc à ébranler le traîneau. Les sources de l'époque racontent que des puits ont été creusés tous les 500 mètres, le long de la route reliant la carrière à la cité interdite. Et on humidifiait régulièrement la glace pour permettre au traîneau de mieux glisser. Je vais mettre de l'eau sur le sol pour essayer de favoriser la formation du film. Allez-y, tirez. L'eau fait office de lubrifiant et facilite la mise en mouvement du traîneau sur la glace. Appliqué à grande échelle, ce procédé a pu permettre à 180 hommes de faire glisser la dalle de 270 tonnes jusqu'à la cité interdite. Les longues routes gelées, les cours d'eau et le Grand Canal assuraient l'approvisionnement du chantier de Pékin tout au long de l'année. Ils ont mis 10 ans à faire venir les matériaux et à poser les fondations, et 3 ou 4 ans supplémentaires pour bâtir les pavillons eux-mêmes. Entre 1417 et 1420, 1 million de travailleurs et 100 000 artisans s'attellent à terminer la cité interdite en l'espace de 4 ans.
Certains artisans étaient particulièrement recherchés parce qu'ils possédaient un savoir-faire très spécifique, ou qu'ils avaient la capacité ou les compétences pour opérer à très grande échelle, ou encore parce qu'ils pouvaient assumer le rôle d'un maître d'œuvre. Les travaux ne sont pas supervisés par un architecte au sens traditionnel du terme, mais par ce qu'on appelle alors un maître d'œuvre. Et on sait comment s'appelait celui de la cité interdite. C'était un certain Tsai Shin. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ignore généralement l'identité des maîtres d'œuvre de l'architecture chinoise. Le fait même que son nom nous soit parvenu révèle l'importance de ce qu'il a accompli ici. Il faut bien comprendre que ces gens appartenaient sans doute à une élite. Ils vivaient dans de grandes maisons avec toute leur famille, peut-être même dans l'entourage de l'empereur. Ils supervisaient les travaux, mais c'étaient aussi ses conseillers. En décembre 1420, le chantier est fini. L'empereur peut enfin emménager dans la cité interdite, 14 ans après avoir décrété sa construction. Le monde est sur le point de découvrir le plus grand palais de toute la planète. La cité interdite est pour lui une façon d'affirmer son pouvoir politique. Pour célébrer son arrivée dans cette nouvelle demeure, Yongle organise un banquet somptueux. 10 éléphants encadrent la porte principale. 100 000 personnes venues de tout l'Empire, et même au-delà, se pressent dans la cour extérieure. 2000 musiciens ont été requis, ainsi que des acrobates. Et lorsque l'empereur s'assied sur le trône, les tambours, les cymbales et les flûtes résonnent haut et fort. Il s'agit de bien faire passer le message politique « Je suis l'homme le plus puissant du monde ». La cité interdite devient désormais le cœur de la dynastie Ming. La résidence de Yongle est le centre administratif du pouvoir. Au cours de ces journées, l'empereur parcourt une grande partie de son palais. Cette cour et le pavillon qui se trouve derrière moi constituent l'endroit le plus sacré de toute la cité interdite. Le pavillon de la pureté céleste. Chaque matin, Yongle se levait vers 4 heures et descendait cette allée. Il était le seul à pouvoir emprunter la voie centrale pour l'audience de l'aube. Ce chemin, désormais envahi par les touristes, est à l'époque réservé exclusivement à l'empereur et à ses conseillers eunuques. L'empereur Yongle sortait de ses appartements privés par cette porte. Ensuite, il descendait ses marches et en hiver, il s'approchait sans doute de ces grands chaudrons qui sont maintenant en cuivre, mais qui étaient à l'époque recouverts de feuilles d'or et plongeait les mains dedans pour vérifier que l'eau n'avait pas gelé. Ces chaudrons sont les extincteurs d'incendie de la cité interdite, indispensables dans un palais en bois. Les eunuques se rassemblent ici en silence, remplissant la cour de la structure la plus imposante du complexe, le pavillon de l'harmonie suprême. C'est le cœur de la cité interdite, et par conséquent, de toute la Chine des Ming. Au centre, il y a le trône. C'est là que siégeait l'empereur Yongle, directement face au sud. Les autres personnes présentes étaient toutes tournées face au nord. L'empereur est assis face au sud, de façon à pouvoir contempler le royaume tout entier depuis son trône.
La salle du trône accueillait les cérémonies les plus solennelles. Des dizaines de milliers de mandarins eunuques et de gardes s'alignent dans la cour pour se prosterner devant Sa Majesté. Après la cérémonie, Yongle consacre la plus grande partie de sa journée à administrer l'Empire Ming, qui s'étend depuis le Vietnam, au sud, jusqu'à la Mongolie, au nord. L'empereur Yongle et la cité interdite en général n'étaient pas coupés du monde. C'était un lieu sacré, oui, mais il recevait une masse d'informations provenant de tout l'Empire. Yongle avait un emploi du temps chargé. C'était un empereur très actif. Il travaillait très dur. Il se couchait sans doute vers 22 heures. Ensuite, la concubine qu'il avait choisie pour passer la nuit était conduite jusqu'à sa chambre. Après la mort de l'impératrice Shu, Yongle ne reprend pas d'épouse. Il n'en continue pas moins à faire venir de nombreuses jeunes femmes, coréennes pour la plupart, au palais. Son immense harem compte environ 2000 courtisanes. Cet aspect de l'histoire de la cité interdite est souvent négligé. Les rivalités étaient féroces. Seuls quelques élus s'élevaient à des positions d'autorité et de prestige. Le magnifique palais de Yongle est un véritable coupe-gorge. C'est dans cette rue, à l'est des remparts de la cité interdite, que l'empereur a installé sa police secrète et ses salles de torture, le dépôt de l'Est. Il fait exécuter tous ses opposants. Beaucoup de ses principaux ministres passent une partie de leur vie en prison. Les espions surveillent tout le monde, depuis les généraux jusqu'aux petits fonctionnaires. Mais le monde de Yongle ne se limite pas à la terreur et au contrôle. Il met en avant les études et les principes confucianistes, entraînant ainsi une renaissance des arts et de la littérature. J'ai là une réédition du Yongle d'Adian, la grande encyclopédie rédigée à la demande de Yongle. Une anthologie littéraire colossale constituée de 11 000 volumes. Il a dépêché des gens dans tout l'Empire pour acheter les livres et les recopier ensuite dans cet ouvrage. Ce travail de compilation mobilise 2000 lettrés pendant 3 ans. C'était une entreprise monumentale. À l'origine, il y avait plus de 22 000 chapitres. On pense que 7 à 8 000 livres ont été copiés dans cette anthologie. Le but est avant tout d'occuper les lettrés. Mais Yongle révise lui-même cette collection d'écrits sur la religion, la philosophie, la science, le théâtre et la poésie. Il avait une éducation confucianiste. Il voulait réunir tous les livres dans une même encyclopédie, de façon à pouvoir les consulter. Sous son patronage, la peinture chinoise connaît également un âge d'or, en particulier au sein de la cité interdite. La contribution de Yongle à la culture était beaucoup plus importante que ses seules activités militaires. Le professeur Lei Yong, chargé de conservation au musée du Palais, travaille sur un grand projet d'études et de restauration au sein de la cité interdite. Derrière les échafaudages, inaccessible aux visiteurs, se cache le pavillon de la culture de l'esprit. Lei Yong est ici pour analyser la peinture utilisée dans le pavillon.
L'accumulation des couches de peinture au fil des siècles et des rénovations successives complique singulièrement l'identification des pigments. À cet endroit, la peinture s'écaille. Nous devons d'abord déterminer la nature du pigment. On va analyser cette zone bleue là. Ils utilisent un spectromètre de fluorescence X portable, ou XRF, pour analyser la composition chimique des peintures et les recréer ensuite à l'identique. Du bleu de cobalt. C'est probablement une peinture importée. Le chercheur poursuit ensuite son examen au laboratoire. Grâce au matériel de pointe mis à sa disposition par le département de conservation de la Cité interdite, Lê Yong tente d'approfondir les données obtenues grâce au scanner XRF. Armé d'un microscope, il isole les éléments qui ont servi à colorer la peinture. Le bleu, c'est un colorant minéral appelé Shiqing. Le Shiqing est obtenu en broyant un minéral, l'azurite. Mais ceci ne ressemble pas à de l'azurite. C'est compliqué. Il y a une fine couche de bleu sur le dessus. C'est une peinture d'un grain particulièrement fin. Cette peinture au grain très fin, c'est la version synthétique d'un pigment autrefois rare et particulièrement onéreux, le bleu outre-mer, une version synthétique mise au point en Europe au XIXe siècle. Mais le chercheur repère une autre couche de bleu dessous. Les contours sont très nets. Ça ressemble à une peinture artisanale qu'on appelle le smalt. Le smalt contient du cobalt et du verre broyé. Il était aussi fabriqué en Europe au XVIIIe siècle. Deux pigments importés depuis l'autre bout du monde. Ça prouve qu'il y avait de nombreux échanges culturels et matériels entre la Chine impériale et l'Occident. Cette analyse leur fournit des informations essentielles sur l'histoire du bâtiment. Et elle les aide à choisir une peinture bleue la plus authentique possible pour la restauration. Les coulisses de la restauration du pavillon de la culture de l'esprit dévoilent une autre surprise. Dans ce bâtiment construit sous la dynastie Ming, on a longtemps cru que les ornements d'origine avaient été détruits lors des rénovations ultérieures. Jusqu'à ce que les chercheurs grattent la couche de poussière qui s'était accumulée dans les combles. Ces peintures sont sublimes. Et comme elles sont restées cachées pendant plusieurs siècles, à l'abri du soleil et des intempéries, elles sont encore parfaitement conservées. Yang Hong est restauratrice au musée du Palais. Pour dater ses peintures, elle en étudie les motifs. Comme vous pouvez voir, l'élément principal dans cette partie du dessin, c'est une grande fleur. Or, au fil des siècles, ce motif a progressivement évolué. La forme de la fleur, 3 ou 4 lignes enroulées symétriquement, indique qu'elle a été peinte il y a presque 500 ans. L'installation de la poutre a fait l'objet d'une cérémonie spéciale. Quand la construction d'un pavillon était terminée, il restait une dernière étape à accomplir. Une cérémonie au cours de laquelle cette poutre était mise en place en présence de l'empereur. C'est pour cette raison que ces peintures sont si somptueuses. Rien n'est trop beau pour l'empereur. L'or qui orne la poutre est pur à 99% et l'attention portée aux détails est extraordinaire.
Dans toute l'histoire de la Chine impériale, on ne trouve pas de peinture plus élégante que celle de la dynastie Ming. Les couleurs sont absolument exquises. C'est une découverte exceptionnelle. Rares sont les bâtiments de la cité interdite ornés de poutres peintes aussi anciennes. C'est pour cette raison que les collègues de Yang Hong procèdent à une documentation détaillée de l'œuvre à l'aide d'un scanner laser et de photographies haute définition. Nous utilisons ces appareils pour enregistrer les couleurs et les motifs des peintures. Ce qu'il y a de bien, c'est que les images sont en haute définition. Elles peuvent être traitées à l'échelle d'origine. Wang Mo est chercheuse. Elle utilise les données numérisées et les prises de vue pour créer un modèle en 3D, une réplique exacte de la peinture qui se trouve dans le pavillon. Nous avons obtenu ce modèle par photogrammétrie. Nous nous sommes servis des prises de vue photographiques et d'un logiciel spécial pour générer une représentation en 3D. Une fois que le modèle sera en couleur, nous ajusterons l'angle et nous aurons une modélisation à la bonne échelle. Cette technique de pointe permet d'analyser les zones abîmées sans jamais manipuler ces peintures fragiles. On va maintenant pouvoir découper la photo en plusieurs sections pour examiner les dégradations en détail. Et on transmettra ensuite les informations recueillies au restaurateur. Elle garantit aussi une restauration la plus fidèle possible pour préserver des chefs-d'œuvre Ming qu'on croyait perdus. Mais les ornements ne sont pas les seuls éléments qu'il faut régulièrement contrôler. Il faut aussi surveiller les structures en bois, à l'affût du moindre signe d'altération. Le professeur Zhou Qian est le sismologue résident de la cité interdite. Les séismes sont fréquents et imprévisibles. Ils menacent directement notre patrimoine culturel. La ville de Pékin se trouve dans une zone de forte activité sismique, qui s'étend sur plus de 1000 km. La cité interdite a survécu à 222 tremblements de terre. Un séisme de magnitude 8, survenu en 1679, a été décrit en détail. Le sol s'est ouvert et des flots sombres se sont répandus partout. Les montagnes titubaient d'un côté à l'autre, comme les dents d'une scie. Le feu s'est propagé et un ciel ténébreux a plongé la terre dans l'obscurité. À Pékin, la catastrophe a détruit 12 000 maisons et fait plus de 45 000 morts. Ça, c'est le Dagoba blanc. Il a été construit en 1651, détruit par un grand tremblement de terre à la fin du XVIIe siècle et reconstruit presque aussitôt. De nombreuses structures en pierre ont été détruites par le séisme de 1679. Depuis, le stupa blanc a été restauré et son dôme surplombe toujours le parc impérial de Pékin. Mais à quelques 270 mètres de là, un autre monument a été presque totalement épargné par la catastrophe. La cité interdite. Le palais impérial a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire face aux tremblements de terre. Pour comprendre comment les bâtisseurs Ming ont accompli un tel miracle,
le professeur Joe et son équipe reproduisent une des structures du palais à échelle réduite. La maquette reprend le module de base de la cité interdite, la fameuse ossature en bois. On y retrouve les grandes colonnes, les traverses robustes supportant les dugongs et le toit très évasé. Elle fait le 5e du bâtiment d'origine. Mais en regardant les maçons travailler, le sismologue repère un problème. Vous n'utilisez pas la technique de maçonnerie traditionnelle. Vous devez mettre une rangée de briques de chaque côté et remplir l'interstice avec des gravats. Pour garantir la fiabilité de l'essai, il tient à ce que les murs soient montés selon les techniques traditionnelles. Je recommence? Oui. Il fait donc tout reprendre pour que la maquette soit authentique. Dans l'architecture chinoise traditionnelle, les murs ne sont pas porteurs. C'est la charpente en bois qui assure le support structurel du bâtiment. Mais Zhou Qian a identifié quelques points faibles dans la charpente. Si les colonnes cèdent et que les traverses et les assemblages se disloquent, le toit massif risquerait de s'effondrer. Le moindre mouvement deviendrait catastrophique. Or, un tremblement de terre provoque des vibrations. Le sismologue pense que les dugongs jouent un rôle clé dans la durabilité de l'ossature bois face au séisme. Richard Weiborg l'a rejoint dans son laboratoire pour observer le comportement sismique d'un dugong. Seul un essai standardisé peut apporter des réponses. La charge verticale reproduit le poids du toit. Et le vérin horizontal simule un séisme de magnitude 6. La conception remarquable du dugong permet aux nombreuses pièces emboîtées de bouger légèrement et de résister aux secousses. Le dugong bouge pour ne pas se casser et protège ainsi le bâtiment. Le gigantesque toit du pavillon de l'Harmonie suprême est supporté par des rangées de consoles appuyées sur la charpente en bois. Des études récentes ont montré qu'il pèse 1800 tonnes, l'équivalent de 6 avions A380. Les colonnes, qui supportent la totalité de ce poids phénoménal, sont simplement posées sur le soubassement en pierre. Elles ne sont pas encastrées dans le sol et peuvent donc bouger librement, comme les immenses colonnes du pavillon de l'Harmonie suprême. En 2020, la grande création de Yongle fêtera son 600e anniversaire. Mais la cité interdite survivra-t-elle au séisme millénaire, attendu depuis déjà plusieurs années à Pékin? L'essai sur un modèle à échelle réduite nous le dira. Les plinthes en pierre sont fixées sur la table vibrante pour imiter le soubassement. Les colonnes, ou piliers, sont posés dessus. La maquette pèse près de 3 tonnes et remplit les 10 mètres carrés du simulateur. Mais le professeur Joe découvre soudain un autre défaut. Venez voir par ici un instant. Il y a un problème. Le bord est vraiment trop petit. Si la terre tremble, cette colonne va bouger et elle risque de tomber de son socle.
Le maçon reprend ses plans pour que ses plaintes soient proportionnelles à celles de la cité interdite. On va élargir le bord avec un collier. Voilà comment c'était au départ. Et on va rajouter ça en largeur. La maquette est désormais conforme à l'original. Le jour de l'essai est arrivé. Le toit est immense. C'est incroyable. C'est vrai. Cette maquette reproduit parfaitement la structure à ossature bois. C'est la première fois qu'on teste une maquette d'architecture traditionnelle. Richard Wyborg s'est déplacé pour ce grand événement. La table sismique reproduit l'énergie horizontale des tremblements de terre avec une intensité croissante. Le sismologue entend évaluer le comportement sous séisme des traverses et des assemblages pour mieux surveiller les bâtiments de la cité interdite. Les deux hommes veulent aussi tester les limites de la structure. Essai numéro 1. La force d'un séisme est déterminée par sa magnitude, la quantité d'énergie libérée. Les secousses durent 30 secondes chacune et sont d'une magnitude croissante. 4, 4,5 et 5. À chaque nouveau stade, l'énergie croît de façon exponentielle. Un séisme de magnitude 5 dégage 10 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 4. Le dugong commence à se déformer. Mieux vous reculer un peu. Oui, on ne sait pas comment réagir à la structure. La secousse de magnitude 7,5 est plus de 1000 fois plus puissante que celle de magnitude 4. Attention! C'était incroyable. Vous avez vu? Les murs se sont effondrés, mais la structure en bois est toujours debout. C'est bien la preuve que les murs en briques ne sont pas porteurs. C'est l'ossature bois qui fait tout le travail. Mais combien de temps pourra-t-elle résister aux forces de la nature? Là, on est à 9. C'est un très très gros séisme. Les plaintes en pierre ont bougé. L'essai dépasse maintenant la magnitude 9,5, le séisme le plus puissant jamais enregistré. L'énergie libérée équivaut à plus de 2 milliards de tonnes de TNT. Magnitude 10,1. Fin de l'essai. On voulait faire tomber cette structure et elle a tenu bon. Très bel essai. En examinant la maquette, les deux hommes comprennent mieux comment elle a pu résister aux vibrations. Cette marque rouge indique l'endroit où se trouvait la colonne au début de l'essai. On peut voir que les secousses l'ont fait bouger. Si les colonnes étaient encastrées dans le soubassement, elles se casseraient au-delà d'un certain seuil sismique. C'est parce qu'elles sont libres de bouger qu'elles peuvent résister aux tremblements de terre. Cette colonne est absolument intacte. Le secret de cette conception tient en un mot, flexibilité. Les éléments en bois fonctionnent à la fois individuellement et collectivement. Le dugong joue le même rôle qu'un amortisseur dans une voiture. La friction et la rotation absorbent l'énergie du séisme. L'essai démontre également l'utilité d'un toit si lourd. Il fait contrepoids et appuie vers le bas pour permettre aux éléments flexibles de résister au séisme.
Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'un bâtiment traditionnel puisse sortir intact d'un tel tremblement de terre. Ce qui me stupéfie, moi, c'est l'amplitude des oscillations de la structure, sa flexibilité. Elle a survécu à un séisme de magnitude 10,1 sans le moindre dégât. C'est une preuve formidable du génie de l'architecture chinoise traditionnelle. À la surprise générale, la maquette a tenu bon. Mais la cité interdite n'a-t-elle pas résisté à tous les tremblements de terre? Cet essai prouve le génie des charpentiers de l'époque. C'est grâce à leur savoir-faire extraordinaire que le palais impérial est encore debout aujourd'hui. Il faut dire que les destructions causées par des catastrophes naturelles étaient un mauvais présage pour l'empereur. On peut supposer qu'au début de la dynastie Ming, les séismes constituaient un risque connu. À l'époque, ils étaient considérés comme une attaque contre la légitimité politique de la maison impériale. Si l'empereur n'était pas capable de prédire les tremblements de terre, et plus important encore, de protéger la population de la catastrophe, alors son autorité était remise en cause. L'appareil bureaucratique, pour employer des mots modernes, dépensait donc beaucoup d'argent pour prévoir les séismes et pour empêcher au maximum que le palais soit endommagé. Et ça se voit dans l'architecture de la cité interdite. Yongle craignait tout ce qui pouvait ébranler son règne. Et la religion jouait aussi un rôle important dans sa vie. La cité interdite abrite de nombreux temples. L'empereur pratiquait indifféremment le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Ce temple bouddhiste tibétain, dont les ornements reflètent une époque plus tardive, vient d'être restauré. Ça, c'est un temple bouddhiste. Il était utilisé par les impératrices douairières et les dames de la cour pour prier Bouddha et lui demander longue vie, et peut-être aussi pour méditer. Des tapisseries somptueuses illustrent les grandes figures du bouddhisme tibétain. Au-dessus de ma tête, on peut voir le caractère Sho, qui signifie longévité. Et de part et d'autre de l'autel, il y a 2 maquettes de pagodes qui abritent 500 figurines du Bouddha, une pagode de chaque côté. L'empereur organisait d'innombrables rituels dans les différents temples. Yongle prenait ses responsabilités très au sérieux. Il cherchait à éviter toutes sortes de catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les famines, les inondations, tout ce qui pouvait affecter la population et remettre en cause sa légitimité. Pourtant, quelques mois après sa construction, la cité interdite est frappée par un véritable cataclysme. La foudre s'abat sur la cour extérieure du palais, réduisant en cendres les 3 principaux pavillons et le trône impérial. C'était une catastrophe terrible. On a pensé que les cieux avaient envoyé la foudre pour punir les êtres humains. Un mauvais présage que Yongle ne prend pas à la légère. Ça a beaucoup effrayé Yongle et ses ministres. Il a donc été décidé qu'on sonderait l'opinion de la population sur le gouvernement. Beaucoup de gens ont été consultés et certaines personnes ne se sont pas contentées d'évoquer les erreurs du gouvernement. Elles ont directement accusé l'empereur en disant qu'il avait eu tort de déplacer la capitale. Beaucoup de mandarins étaient réticents à l'idée de faire de Pékin la nouvelle capitale et protestaient contre cette dépense extravagante. Ça a mis l'empereur dans une telle fureur qu'il a fait exécuter les ministres. Cet incendie ne sera que le premier d'une longue série. Les annales en recensent au total plus de 50 entre la création de la cité interdite et l'installation de paratonnerres au XXe siècle.
Les bâtiments en bois du palais impérial n'ont longtemps pu compter que sur la protection de créatures fantastiques. Regardez les figurines sur l'arête du toit. La première, c'est le roi de Qi, et il est suivi par 9 animaux mythiques. Et au fond, du côté du toit, on a une autre créature gigantesque. On retrouve le même alignement de chimères à l'extrémité de tous les toits du palais. La figurine la plus imposante est le dragon impérial, symbole de l'empereur. Les dragons chinois n'ont rien à voir avec les monstres cracheurs de feu de l'Occident. Ils sont maîtres de l'eau et des intempéries. Ces animaux protègent le toit contre les mauvais esprits, les séismes et la foudre. À l'époque de la construction du palais, les figurines et les tuiles sont fabriquées dans le sud-ouest de la cité impériale. Mais la fumée et les émanations des fours incitent l'empereur à émettre un décret pour éloigner la manufacture. Pour obtenir la glaçure, on fait fondre du cuivre et du fer à 700 degrés Celsius. Strictement contrôlée, la cuisson des tuiles obéit à des règles compilées dans un manuel officiel. Vous enverrez les tuiles au four un jour avant que le feu soit allumé. Au bout de 3 jours de cuisson, la porte du four sera ouverte pour procéder au refroidissement. Le 5e jour, retirez les tuiles. De nos jours, les céramistes suivent la même procédure pour fabriquer les figurines destinées à la restauration. La glaçure les protège des éléments et leur donne la teinte dorée caractéristique des toits de la résidence impériale. L'or est en effet omniprésent dans toute la cité interdite. C'est la couleur de l'empereur. Il recouvre le plafond et les 6 colonnes centrales du pavillon de l'harmonie suprême. Il orne aussi les plafonds à caissons des différents pavillons et des entrées, telles que la porte de la pureté céleste, qui mène aux appartements de Yongle. Dabing est maître artisan. Il travaille pour le centre de restauration du musée du palais. Vous voyez, il y a beaucoup de caissons qui sont abîmés. Nous allons réparer le 3e. Mais pour ça, il faut d'abord le démonter. On trouve dans la cité interdite plusieurs milliers de ces caissons dorés à la feuille d'or. Mais l'or s'est terni ou érodé. Sa restauration est un processus délicat. Il faut compter 2 semaines par caisson. Les motifs complexes sont reproduits à l'aide de papier et de craie noire. Ça y est, j'ai fini. Le dessin doit être rigoureusement identique à l'original. Ce dragon à 5 griffes personnifie l'empereur. C'est un symbole qui lui est réservé. Il y a toutes sortes de griffes. Elles ne sont pas toujours représentées de la même manière. Une fois reproduit et peint sur le caisson, le motif peut être brossé avec la précieuse feuille d'or. On fonde l'or avec du bronze pour lui donner un éclat rougeâtre. L'alliage reste constitué à 98% d'or pur. Aujourd'hui, ce sont des machines qui se chargent de le presser sans relâche. Mais au temps des Ming, l'or était martelé par 2 batteurs jusqu'à atteindre 1/500e de l'épaisseur d'un cheveu humain. La feuille est ensuite découpée et soigneusement placée entre 2 feuilles de papier en fibre de bambou. Il en faudra plus de 10 millions pour la restauration de la cité interdite. Après plusieurs jours de travail, le maître artisan
est prêt à appliquer la feuille d'or. On appuie doucement et on lisse de bas en haut. Enfin, le résultat est digne de l'empereur lui-même. C'est grâce à l'ambition de Yongle que la cité interdite a vu le jour. Mais le monarque n'a profité de sa luxueuse résidence que pendant 4 ans. Il est mort sur le champ de bataille en 1424. Malgré l'opposition de ses fonctionnaires, il était déterminé à aller se battre. Il est mort à cheval et son corps a été ramené ici pour y être enterré en grande pompe avec les honneurs. Yongle a été inhumé dans la montagne, près de Pékin. Ce magnifique palais, qu'il a fait construire avant sa mort, a traversé les siècles. La salle des sacrifices du mausolée ressemble beaucoup au bâtiment de la cité interdite. Yongle est arrivé au pouvoir en 1402. 4 ans plus tard, il a annoncé la construction de la cité interdite. Le projet a enfin été achevé en 1420. Yongle a laissé un héritage tangible, la grande cité interdite, telle qu'on peut l'admirer aujourd'hui. Mais il a aussi posé les fondements d'un empire qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Pendant près de 500 ans après sa mort, 23 empereurs ont régné sur la Chine depuis la cité interdite de Yongle. En 1644, une nouvelle dynastie a pris le pouvoir, les Qing. Ils ont procédé à différentes rénovations au sein de la résidence impériale, en particulier dans les appartements privés de la cour intérieure. Aujourd'hui, en déambulant dans ce dédale d'allées, de patios et de jardins, on peut se faire une idée de la vie qu'on y menait dans les derniers jours de l'Empire. Nous sommes maintenant dans la cour extérieure de la cité interdite, le Saint des Saints. Regardez les couleurs qu'ils ont utilisées. Elles soulignent vraiment les différents éléments architecturaux. Au-dessus de notre tête, on peut admirer des dugongs miniatures à l'intérieur de ce puits dans le plafond et un dragon doré géant. Un empereur Qing a fait construire ce pavillon pour sa mère en 1736. On a un peu plus de confort matériel. Vous voyez l'horloge et les vases. On a la représentation d'un bonsaï là-bas et des calligraphies de part et d'autre de la porte. On imagine assez bien à quoi ressemblait la vie de la famille impériale. Au début du XXe siècle, une révolution a mis fin au règne des Qing. Le dernier empereur, le jeune Puyi, a abdiqué en 1912. Et sur la fin de sa vie, il a officié comme jardinier au Jardin botanique de Pékin. En 1925, ce lieu autrefois impénétrable et interdit a ouvert pour la première fois ses portes au public sous la forme d'un musée. Pour réaliser ce projet démesuré, il a fallu piller des ressources dans tout l'Empire Ming et au-delà. Sa construction a mobilisé une incroyable logistique. Sur la terre, sur l'eau et sur la glace. Au prix d'innombrables vies, c'est devenu la plus grande création de la Chine médiévale. La cité interdite.